L'histoire commence au bord d'un lac paisible, où un jeune garçon nommé Alec Y est assis avec sa canne à pêche. Un étrange magicien, Eldaz, l'approche et lui demande s'il veut apprendre la magie. Intrigué, Alec accepte et leur entraînement débute. Pour la première leçon, Eldaz suspend une cible devant Alec et lui demande de se concentrer. Afin de l'aider, il invente un récit imaginaire dans lequel Alec doit utiliser la magie pour sauver ses amis. Pris dans l'intensité de cette vision, le garçon parvient à faire apparaître un cercle de feu. Sous les conseils de son maître, il se calme, puis relâche l'énergie. La boule de feu atteint la cible de plein fouet. Fier de sa réussite, Alec s'émerveille d'avoir maîtrisé un sort aussi difficile. Eldaz lui rappelle pourtant qu'il faut normalement 1 mois à une personne ordinaire pour apprendre un seul sort. Alec, lui, a réussi en une journée. Encouragé par ce succès, l'enfant veut aussitôt en apprendre davantage, mais Eldaz l'arrête et lui conseille de se reposer, de profiter de la pêche pour le reste de la journée. Déçu de ne pas continuer, Alec s'assoit quand même pour pêcher, tandis qu'Eldaz lui explique que son talent naturel fera de lui, tôt ou tard, un grand magicien. Surpris, Alec lui demande alors s'il a vraiment besoin de son enseignement. Eldaz ne répond pas et détourne brusquement la conversation lorsqu'un énorme poisson mord à sa ligne. Maladroit avec sa canne, il peine à le tirer hors de l'eau et Alec, amusé, lui vient en aide. Tous deux tirent de toute leur force, tombent à la renverse et éclatent de rire en voyant le poisson frétillant à leurs pieds. Le lendemain, Eldaz confie à son élève un grimoire rempli de formules magiques. Alec peine à en comprendre les symboles, si bien que le magicien commence à lui enseigner les motifs et les structures des incantations. Jour après jour, ils étudient ensemble ces schémas complexes, partageant autant de sérieux que de complicité. Un jour d'hiver, alors qu'ils révisent, la neige se met à tomber. Distrait, Alec interrompt son maître en lui lançant un flocon sur le visage. Une bataille de neige éclate aussitôt entre eux, remplissant la clairière de rires et de cris joyeux. Mais cette légèreté prend fin lorsque Eldaz annonce qu'il partira pour la capitale à l'arrivée de l'été. Alec est bouleversé à l'idée de ne plus le revoir. Avant de partir, le magicien lui laisse un avertissement étrange, ne devient jamais mage de cour. Des années plus tard, le destin d'Alec Y prend un tournant amer. Après le départ d'Eldaz, Alec n'a jamais cessé de travailler sans relâche, jusqu'à intégrer la prestigieuse Académie royale de magie. Là, en consultant les registres des anciens élèves, il découvre qu'Eldaz avait non seulement été diplômé en tant qu'élève d'exception, mais qu'il avait aussi servi comme mage de cour, avant d'être banni. Cette révélation emplit Alec d'une fureur glaciale envers la cour royale. Décidé à honorer la mémoire et la bonté d'Eldaz, il fait le serment de réformer la cour de l'intérieur, en devenant lui-même mage de cour. Les années passent. Alec atteint enfin son but et se retrouve intégré à la troupe du prince héritier Régulus. Aux côtés du souverain, il participe à de nombreuses expéditions et batailles. Mais un jour, après un combat particulièrement acharné, la confiance du prince se brise. Régulus se retourne vers lui et, froidement, annonce son renvoi. Sous le choc, Alec bredouille « Pourquoi me chassez-vous, votre Altesse ?» Le prince lui demande alors de définir ses véritables fonctions. Alec, hésitant, répond qu'il est là pour assister le prince avec sa magie. Mais Régulus éclate, rappelant qu'il a échoué à cette tâche lors du combat précédent. Il détaille, lui-même, prince et épéiste, se bat en première ligne. Lenny, la mage offensive, déchaîne ses sorts dévastateurs. X, le tank, protège l'équipe de ses larges boucliers. Et Alec, ses sorts de soutien et d'amélioration n'ont, selon le prince, aucune utilité. Alec tente de justifier sa stratégie, mais Régulus le coupe net et le raille pour sa faiblesse. Lenny, qui jusque-là s'était tue, en profite pour déverser son ressentiment. Elle l'accuse de lâcheté, avoue qu'elle l'a toujours détesté et qu'elle n'avait accepté sa présence que par respect pour le prince. X, plus silencieux, ne s'oppose pas au jugement. La décision de Régulus fait loi et tous trois se détournent d'Alec. Régulus achève de l'humilier en lui lançant qu'il avait cru en lui uniquement parce qu'il était sorti premier de l'académie. Mais à présent, il est convaincu qu'Alec n'a fait que acheter sa place au sommet. Désespéré, Alec tente encore de protester, mais les yeux du prince s'arrêtent sur un poignard à sa ceinture. Régulus le lui arrache violemment et tonne d'une voix dure. « Je n'autorise pas un roturier à porter une arme. » Sous les regards glacés de ses compagnons, Alec réalise qu'il vient d'être rejeté et dépouillé.
aussi bien de sa dignité. Alec baisse la voix, inquiet que quelqu'un ne les entende, et raconte à Yora toutes les humiliations qu'il a subies depuis qu'il a perdu son titre de magicien de la cour. Yora serre les poings, la colère se lisant sur son visage. « Comment peuvent-ils être si aveugles et cruels ?» lance-t-elle, la voix tremblante de rage. « Ils rejettent un magicien capable de survivre à un donjon de niveau 67. C'est absurde !» Alec soupire, le regard perdu dans le vide. « Même après 4 années de dur labeur, je n'ai rien pu changer. Tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai accompli, et pourtant, je reste un simple commun. » Yora pose une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Alec. Tu n'as peut-être plus de titre, mais tu as tes talents. Et je crois en toi, même si le reste de ce royaume est aveugle à ton génie. » Alec se sent un peu réconforté par ces mots, mais une inquiétude persiste dans son cœur. « Et si quelqu'un nous avait entendus? Et si tout ce que je faisais pour protéger le prince venait à être découvert ?» Yora fronce les sourcils et secoue la tête. « Alors qu'ils essaient! Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as jamais cherché la gloire, juste à protéger ceux qui en avaient besoin. C'est eux qui ont tort. » Un silence pesant s'installe, seulement interrompu par le vent qui s'engouffre dans la ruelle. Alec fixe le sol, méditant sur ses prochaines démarches. Il sait qu'il ne pourra jamais laisser tomber le prince, mais le royaume tout entier semble conspirer contre lui. Yora, sentant la détermination renaître en lui sourit avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Alec, quoi que tu décides de faire, je resterai à tes côtés. Et crois-moi, ce royaume n'a encore rien vu de ton vrai potentiel. » Alec relève la tête, le regard brillant d'une lueur nouvelle. « Merci, Yora. Je ne peux pas abandonner. Pas maintenant. » Alors que la nuit tombe sur la ville, une résolution silencieuse s'installe en lui. Il trouvera un moyen de changer le destin du prince. Cependant, Yora remarque qu'ils sont seuls, puis se souvient soudainement des épreuves qu'Alec a traversées. « Ne t'inquiète pas, » lui assure-t-il d'une voix faible mais décidée. « Je vais bien. » Yora sourit, satisfaite de savoir qu'Alec a été écarté de la troupe du prince. Cette réaction le laisse perplexe, mais Yora lui rappelle qu'elle lui avait promis, des années plus tôt, de le recruter dans sa propre équipe. « Je suis venue jusqu'à la capitale juste pour ça, » dit-elle en se relevant. « Veux-tu rejoindre mon groupe ?» Alec reste figé, choqué par sa proposition. Yora insiste, soulignant qu'elle a besoin de sa puissance. Submergé par l'émotion, Alec rappelle que la cour l'a banni pour son inutilité. Mais Yora éclate de rire. « Peu importe, » réplique-t-elle. « Mon équipe entière attend que tu reviennes, parce que nous croyons en ton potentiel. » Elle ajoute qu'il peut redevenir magicien de la cour s'il ne souhaite pas la rejoindre. Des larmes brillent dans les yeux d'Alec. Il se relève, prêt à rejoindre Yora, retrouvant enfin sa place parmi ses anciens compagnons. Yora sourit chaleureusement et lui souhaite le meilleur pour leurs futures aventures, accueillant Alec dans le groupe qu'elle a formé, le Lasting Period. Alors qu'elle lui prend les mains, Alec ressent un bonheur profond, heureux de retrouver ses amis. Ils commencent ensuite le trajet vers leur ville natale. Dans sa carrosse, Alec repense à l'avertissement d'Eldaz, ne jamais redevenir magicien de la cour. À son réveil, Yora lui rappelle qu'ils ont encore un certain chemin avant d'atteindre leur village. Alec hoche la tête, mais reste éveillé, ce qui inquiète Yora. Il explique alors que sa situation s'est déroulée exactement comme Eldaz l'avait prédit, avant de replonger dans ses réflexions. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le prince Régulus apprend qu'Alec a quitté le royaume, Lenny lui confiant qu'il est devenu aventurier. Régulus se moque de lui, l'accusant de fuir alors qu'il se proclamait le plus grand génie de l'Académie de magie. Lenny lui propose un verre pour célébrer leur nouveau membre, convaincu qu'Alec sera un atout précieux, issu de la famille noble du duc Fornius. Le prince accepte le breuvage et en prend une gorgée, tandis que Lenny le regarde, pensant qu'ils conquerront bientôt tout le donjon grâce à leur force. Alors que le prince, déjà éméché, rit avec arrogance, Alec et Yora atteignent enfin leur ville natale. Dans le carrosse, Alec se sent heureux, entouré de tant d'aventuriers, tandis que Yora lui annonce qu'ils exploreront bientôt un donjon à l'ouest de la cité. Avant de partir, Yora se souvient qu'ils doivent inscrire Alec à la guilde des aventuriers.
En entrant dans la guilde, la réceptionniste les informe qu'il leur faut une licence spéciale pour explorer les donjons au-delà du niveau 30. Elle explique également que seuls les aventuriers inscrits depuis au moins 2 ans peuvent obtenir ce précieux permis. Yora, contrarié, demande pourquoi son camarade Kraja n'a pas récupéré le laissez-passer pour eux. La réceptionniste lui révèle que Kraja avait menacé la guilde pour obtenir la licence sans respecter les règles, laissant Yora complètement embarrassée. Plus tard, Yora s'assoit pour déjeuner avec Alec. Encore frustrée par l'erreur de Kraja, elle croque dans son sandwich et se plaint qu'ils ne peuvent pas attendre encore 2 ans pour explorer le 52e étage du donjon. Cependant, après avoir terminé son repas, elle se remet de sa mauvaise humeur et décide d'explorer des zones plus faciles pour le moment. Alec est surpris, mais Yora lui explique que ce sera un bon échauffement pour leurs futures aventures sérieuses. Ragaillardi, Yora se lève et dit à Alec de profiter de son temps avec elle dans la ville des donjons. Après le déjeuner, ils se dirigent vers un donjon où une nuée d'insectes monstrueux les attend. Yora lance des sorts défensifs sur Alec, qui fonce en avant pour abattre les créatures. Yora est ravie de constater leur travail d'équipe, mais note que ce donjon de départ est étrangement difficile à nettoyer. Alors que les insectes commencent à se multiplier, Alec remarque qu'un accident a dû se produire dans les étages plus profonds du donjon. Yora se protège avec un sort défensif et avance, mais Alec la prévient que ce n'est pas sûr. Confiant, elle continue, affirmant qu'Alec a perdu son ancien courage. Yora lui rappelle qu'il n'a jamais reculé devant aucun monstre et lui conseille de lui faire confiance. Alors que les monstres convergent et frappent le bouclier de Yora, Alec se sent bloqué, mais se rappelle qu'il n'est plus le magicien de la cour chargé de protéger un prince gâté. Libéré de cette pression, Alec concentre son énergie magique. Yora remarque sa détermination et Alec libère un puissant sort de feu qui réduit tous les insectes en cendres. Yora est ravie de voir revenir l'esprit combatif de son ami. Mais Alec bondit pour éliminer encore quelques insectes derrière elle. Puis, alors qu'un essaim entier commence à entourer les deux, Yora crée un grand bouclier, tandis qu'Alec concentre un puissant sort. Les insectes bourdonnent, impuissants, autour d'eux, pendant qu'Alec trace un immense cercle magique, lançant un sort dévastateur de foudre qui les anéantit tous. Soulagé que le combat soit terminé, Alec pousse un soupir, et Yora le félicite. Soudain, un énorme ver-monstre surgit du sol et attrape Yora. Sans avoir le temps de se détendre, Alec comprend que le ver est probablement la raison de la panique des insectes. Alors que Yora pend entre les dents du monstre, Alec lui rappelle qu'elle possède la magie de soutien la plus puissante de l'Académie. Elle sourit, se rappelant qu'il dispose des sorts offensifs les plus puissants pour l'aider. Avec le soutien de Yora, Alec invoque un dragon enflammé qui s'enroule au-dessus de sa baguette. Il récite un sort appelé Tornade de feu et le lance sur le ver. Le dragon engloutit instantanément le ver et réduit tout son corps en cendres, laissant Yora en sécurité dans sa bulle défensive. Après avoir atterri au sol, Yora court vers Alec, qui loue ses capacités. Yora lui dit qu'il est le magicien le plus fort du monde, et Alec accepte timidement ses compliments. Elle pense qu'Alec agit comme autrefois, se rappelant l'un des combats précédents de leur groupe. Quelque temps plus tard, le groupe de Yora affronte une hydre massive. Le chevalier tente de l'attaquer, mais sa lance rebondit sans effet sur la peau du monstre. Pour aider le chevalier à s'échapper, l'archer du groupe distrait l'hydre, mais il se met en colère qu'elle l'ait interrompu. Alors qu'ils se disputent, l'hydre crache une énorme boule de feu sur eux. Yora la bloque avec un mur de glace, mais l'autre tête du monstre lance un sort de foudre. Elle bloque la foudre avec un bouclier de terre, mais se sent épuisée de devoir gérer ces 2 attaques à la fois. Alors que la situation semble désespérée, Alec appelle tout le monde depuis l'arrière. Le groupe se sent enfin soulagé lorsqu'il combine les 5 éléments en un sort dévastateur qui transperce l'hydre puissante. Heureux de retrouver leur vieil ami, le groupe se précipite pour saluer Alec, ayant établi un record après avoir terminé le niveau 68. Ils sont excités à l'idée de s'aventurer encore plus profondément et de marquer l'histoire ensemble en tant que Lasting Periods. À l'époque où ils avaient vaincu le boss de niveau 68 et étaient revenus à l'Académie magique. Ils furent acclamés comme la meilleure promotion que l'Académie ait connue depuis longtemps, et même leur minuscule instructrice nommée Rosie savait qu'il y avait quelque chose de différent chez ces 4 étudiants, car ils semblaient se fondre parfaitement les uns avec les autres et coopéraient avec une synergie inégalée.
Ils revinrent tous des donjons avec des bleus et des coupures, mais avec de larges sourires sur leurs visages, car ils venaient de battre le record absolu d'accès et de franchissement du donjon de niveau 68. Et non seulement ils avaient battu le record, mais ils l'avaient littéralement pulvérisé, puisque la dernière équipe la plus forte n'avait réussi qu'à atteindre le 32e étage. Enfin, le jour de la remise des diplômes arriva, lorsque Rosie la naine publia leurs résultats avec Rain classé 4e de la promotion, suivi de Krasia en 3e position, puis Yora en 2e. Et enfin, Alec, qui était de loin l'élève ayant obtenu le meilleur score de toute l'histoire récente et le major de la promotion. Ils étaient tous heureux et pleins d'espoir à cette époque, alors qu'ils se moquaient de leur instructrice et se faisaient corriger pour cela également. Alors qu'ils quittaient ensemble l'académie, les autres étudiants les regardaient avec jalousie, pensant assister à la naissance de l'une des meilleures équipes qu'ils verraient jamais. Une équipe destinée à acquérir un statut légendaire, sans savoir qu'Alec allait bientôt décider qu'il ne voulait plus poursuivre sa carrière d'aventurier et qu'il souhaitait plutôt devenir magicien de cour. Ses coéquipiers furent stupéfaits par cette nouvelle, mais ils comprirent que le métier de magicien de cour était relativement plus facile avec un salaire bien meilleur et plus stable. Même s'ils en furent attristés, ils ne blâmèrent jamais Alec pour ce choix et lui souhaitèrent bonne chance pour l'avenir, tandis que Yora lui promit qu'un jour, il ferait à nouveau équipe. De nos jours, cette promesse semble s'être réalisée, puisque Yora et Alec fêtent dans un bar où, après un seul verre d'alcool, Yora est complètement ivre, morte. Elle commence à s'énerver du fait qu'il n'ait toujours pas le droit d'explorer les donjons les plus profonds, mais finit par s'endormir là, sur le banc. Alec la regarde en souriant, se souvenant qu'elle était déjà pareille à l'époque de l'académie, comme une vraie simp. Il pose sa veste sur elle pour qu'elle dorme un peu plus au chaud, mais l'un des clients du bar n'aime visiblement pas les simps, puisqu'il est en plein Sigma grind. Il s'approche d'Alec en se moquant de lui pour être un mâle bêta, mais Alec l'ignore complètement, sachant que ce type est un fan d'Andrew Tetter Tot. Évidemment, il a des problèmes de colère, alors il lève sa bouteille pour l'écraser sur la tête d'Alec, mais celui-ci utilise sans effort un bouclier de mana pour bloquer l'attaque, avant de se tourner pour lui faire face. L'homme lui sourit, heureux du fait qu'il ait enfin obtenu un peu d'attention. Il savait déjà qu'Alec était un magicien de cour et affirme qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi prestigieux que lui traîne dans les environs pour tenter de devenir aventurier. Ce changement soudain dans son humeur le surprend, mais ce qui le surprend encore plus, c'est le fait que le grand homme baraqué sorte une carte de sa poche, qui s'avère être un laissez-passer d'aventurier, et la pose sur la table devant lui. Alec est confus et demande ce qu'il est en train de faire. Mais l'homme répond simplement que c'est un signe d'excuse pour l'avoir testé avec la bouteille. Mais il ajoute aussi une autre condition. Alec doit lui montrer sa magie s'il veut prendre le laissez-passer. Alec reste perplexe. Quand soudain Yora, l'idiote, se réveille à moitié endormi et appelle l'homme « le maître de guilde », en lui demandant ce qu'il fait ici. Alec en reste sans voix, se demandant pourquoi le maître de guilde lui donnerait simplement un laissez-passer, mais l'homme semble plutôt détendu et le lui tend avant de les emmener sur le terrain d'entraînement. Il affirme qu'il s'agit de la zone d'entraînement souterraine où il teste les équipes qui souhaitent monter de niveau et que c'est ici qu'Alec devra lui montrer sa puissance. Yora affirme que ce n'est peut-être pas le meilleur moment, car Alec a bu depuis un moment, mais Alec assure qu'il lui reste encore assez de mana pour se battre. Le maître de guilde se présente officiellement à Alec sous le nom de Leviel, et cela fait immédiatement tilt dans la tête d'Alec, qui réalise que le maître de guilde est en réalité un très puissant mage ayant autrefois dirigé une équipe classée S. Le maître de guilde rit, affirmant que tout cela n'est plus qu'un souvenir flou, puis il précise les conditions, qui sont très simples. Alec doit l'impressionner par ses compétences magiques, et c'est tout. Sur ce, ils se préparent tous deux pour le duel, et Alec fait le premier pas en utilisant sa magie offensive de foudre, que Leviel esquive habilement avant d'utiliser à son tour de la magie d'eau et de lancer, apparemment, des ballons d'eau. Alec les esquive et se rend compte que le maître de guilde a l'avantage en termes de portée, il devra donc tenter une autre stratégie. Il décide de transformer le combat en affrontement rapproché, mais à sa grande surprise, au lieu de reculer, Leviel frappe le sol de ses poings et utilise une magie de renforcement sur lui-même, augmentant considérablement sa vitesse.
Il fonce ensuite vers Alec, le contourne au tout dernier moment et commence à tourner autour de lui à une vitesse incroyable, avant d'essayer de lui asséner un coup de poing solide qu'Alec bloque de justesse avec son bouclier de mana. Cependant, le bouclier finit par se briser sous la force brute de l'impact et Alec est projeté contre le mur. Leviel est néanmoins impressionné par sa résistance, affirmant que peu de gens auraient survécu à un tel coup, tandis qu'Alec sort lentement du nuage de poussière. Affirmant que Leviel est bel et bien un véritable aventurier de rang S. Voyant son attitude calme et non provocatrice, Leviel est un peu confus. Il s'attendait à ce qu'Alec soit effrayé ou inquiet, mais Alec affirme qu'il oublie sans cesse qu'il n'est plus un magicien de cour, ces derniers étant liés par tout un tas de règles et ne pouvant utiliser que de la magie défensive. Puisqu'il n'est désormais plus contraint par quoi que ce soit, il peut enfin se lâcher complètement et utiliser tout son arsenal d'attaques magiques. Leviel éclate de rire à ces mots et lui dit de venir. Alec ressort alors son bâton, mais cette fois, il le transforme en lame magique. Leviel se prépare à encaisser ses attaques et lui renvoie à nouveau des projectiles d'eau. Mais cette fois, Alec parvient à esquiver le premier. Avant de trancher le suivant, il feinte une attaque frontale, ce qui pousse Leviel à faire de même. Mais tout cela faisait partie de son plan. Au moment où Leviel utilise sa magie d'auto-renforcement et fonce vers lui, Alec place un piège et le fait exploser avec un éclair avant de le traverser d'un coup de lame. Leviel reste immobile quelques instants, affirmant qu'Alec est vraiment exceptionnel puisqu'il a déjà surpassé sa magie. Mais, à la grande surprise d'Alec, Leviel n'en a pas encore fini et active sa carte maîtresse. Il fait apparaître des gantelets magiques recouverts d'écailles de dragon, ce qui lui confère une puissance colossale, et avec toute cette force, il fonce droit sur Alec, qui esquive le coup de justesse. Les coups de poing créent un cratère dans le sol, mais Alec ne compte pas reculer. Il lance alors un sort de foudre sur lui, que Leviel encaisse sans broncher, comme si de rien n'était. Leviel avance à travers l'attaque et tente d'asséner un nouveau coup de poing, qu'Alec bloque avec son bouclier. Mais l'impact le repousse violemment. Il se demande ce qu'il pourrait bien faire pour affronter un tel monstre, mais Leviel a encore des tours dans son sac. Il utilise une capacité spéciale de ses gantelets qui le soigne instantanément de toutes ses blessures. Alec réalise que plus le combat dure, plus ses chances de victoire diminuent. Alors il décide de passer à l'offensive. Il se met à frapper et à trancher de toutes ses forces, mais Leviel parvient à bloquer chaque coup, le narguant en lui disant de faire mieux que ça. Alec décide à son tour de le provoquer verbalement, ce qui déstabilise le maître de guilde. Celui-ci tente alors de lui porter un coup dévastateur, mais Alec l'esquive et trouve une ouverture pour contre-attaquer. Cela agace encore davantage le maître de guilde, qui redouble d'intensité et finit par frapper le mur, tandis qu'Alec esquive habilement en se glissant en dessous. Mais Leviel ne lui laisse aucun répit et tente de nouveau de l'atteindre, qu'Alec parvient cette fois à bloquer avant d'essayer de porter le coup final. À sa grande surprise, toutefois, le maître de guilde est bien plus résistant qu'il n'y paraît et encaisse les dégâts sans broncher, avant d'essayer d'asséner un coup écrasant à deux mains qui soulève un nuage de poussière dans les airs. Mais lorsque la poussière se dissipe, Alec en émerge indemne et tente d'attaquer Leviel une nouvelle fois. Cependant, cette fois-ci, lorsqu'il frappe le maître de guilde, son bâton devient mou et il s'effondre au sol, inconscient, après avoir complètement épuisé son mana. Yora se précipite immédiatement vers lui, utilisant sa magie de régénération pour le soigner. Soudain, Rain apparaît dans la zone d'entraînement, se moquant de Leviel pour être un aventurier de rang S et avoir utilisé sa compétence la plus puissante contre quelqu'un de rang inférieur. Leviel lui ordonne de fermer sa grande gueule, expliquant qu'il faisait simplement un test pour évaluer les limites d'Alec et qu'il l'aurait de toute façon validé. Sur ce, Rain soulève Alec et l'emmène dans une pièce où il peut se reposer, tandis que lui s'assoit bizarrement sur ses jambes pour une raison inconnue. Il parle du fait que cela fait si longtemps qu'ils n'ont pas passé de moments ensemble comme celui-ci. C'est alors que la réceptionniste fait irruption dans la pièce, affirmant qu'elle a besoin du maître de guilde d'urgence. Leviel lui attrape le visage et la tire dehors avec lui, pendant que Rain saisit plusieurs bouteilles d'alcool et demande à Yora de tout lui raconter sur ce qu'il s'est passé avec Alec. Quand elle termine son récit, Rain tremble de colère en réalisant que les membres de son équipe avaient forcé Alec à porter tout leur équipement, à gérer leur inventaire, à ne jamais utiliser de magie autre que défensive et qu'il ne lui avait même pas permis de porter une simple dague.
Il se tourne brusquement vers Yora et lui demande comment Alec a bien pu utiliser la magie défensive, puisque c'était son propre rôle à l'académie, et qu'Alec n'y excellait pas du tout. Yora lui répond qu'il l'a apprise depuis le début et qu'il s'y est entraîné jusqu'à devenir suffisamment compétent, au point que désormais sa magie défensive est presque aussi bonne que la sienne. Ren réalise alors qu'après tout ce temps passé à jouer les gardes du corps du prince héritier, ils l'ont quand même banni en le traitant de bon à rien. Sous l'effet de la rage, il finit par briser la bouteille qu'il tenait dans ses mains, ce qui réveille Alec. Ce dernier est un peu surpris de voir Ren ici, tandis que Yora s'exclame joyeusement que le maître de guilde lui a donné le laissez-passer. Cela rend Alec très heureux, car désormais ils vont pouvoir accéder au donjon de niveau supérieur en tant qu'équipe. Mais Rain leur dit que cela peut attendre, car avant cela, ils ont quelque chose d'autre à faire. Alec n'a aucune idée de ce dont il parle, mais Rain lui explique que, d'abord, ils doivent se venger. Pour cela, ils vont entrer dans la cité royale, s'infiltrer dans le palais et passer à tabac le prince et son équipe. Alec lui dit qu'ils ne feront rien de tel. Et même Yora affirme que combattre d'autres équipes est strictement interdit. Alec pose une main sur l'épaule de Rain, lui disant que vivre de grandes aventures ensemble serait déjà suffisant pour lui, car il ne se soucie plus vraiment de ce qui lui est arrivé à la cour. Rain déclare soudain qu'il a trouvé la solution. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de devenir la plus puissante équipe du monde. Cela mettrait le prince en rogne à 100%, et si un jour leur royaume se retrouvait dans une situation critique, ils seraient forcés de demander l'aide de la plus forte équipe du monde. Et ce serait incroyablement satisfaisant de leur dire non en face. Alec réalise que c'est le meilleur compromis possible, alors il accepte l'idée de devenir la plus puissante équipe du monde. Pendant ce temps, dans une autre pièce, une aventurière de rang S nommée Krista est grièvement blessée. Elle respire difficilement pendant que la réceptionniste lui applique des bandages sur le corps. Le maître de guilde n'a pas l'air amusé par la situation, car si une équipe de rang S a des ennuis, cela signifie que toute la guilde est en danger. Krista dit à Leviel que son équipe est toujours coincée et qu'ils ont besoin de toute l'aide possible. Le maître de guilde convoque immédiatement une réunion d'urgence, appelant tous les aventuriers classés pour leur expliquer qu'ils vont partir en mission de sauvetage au 64e étage. Dans la chambre d'Alec, celui-ci finit par croiser Krasia après longtemps. Ces deux personnalités semblent s'être très bien développées. Elle lui demande pourquoi il n'assiste pas à la réunion, mais Alec répond qu'il n'est pas un aventurier classé, donc il est resté en arrière. Elle lance aussitôt un sort de soin qui guérit complètement Alec en un instant. Ce qui me fait me demander pourquoi diable ils utilisent encore des bandages sur Krista alors qu'ils peuvent simplement lancer de la magie de soin. Quoi qu'il en soit, Yora et Rain entrent dans la pièce. Et Rain se met à hurler d'excitation en annonçant qu'ils vont partir pour une mission de sauvetage. Ils mettent Alec au courant des événements, expliquant que le donjon est un peu différent, car à cet étage, il est impossible d'utiliser la magie, on dépend donc entièrement des potions, et puisque l'équipe de rang S a été complètement anéantie, ils ont dû envoyer Krista seule chercher de l'aide. Alec demande à Krasia si elle était d'accord pour travailler dans un donjon pareil, puisque sa spécialité est la magie de soin. Et elle répond avec irritation qu'elle s'y était opposée, mais que cet idiot de Rain a imposé son veto pour y entrer malgré tout. Ils commencent à se chamailler, quand Yora se tourne vers Alec en disant que c'est à lui de décider s'ils doivent entrer dans le donjon ou non, puisqu'il aura le rôle principal et le plus difficile, affronter le boss de l'étage principal. Alec accepte la mission, et bientôt, ils se dirigent vers le donjon. Debout devant l'entrée, Rain déclare que c'est ici que commence la légende de leur équipe. Ils atteignent rapidement l'entrée du donjon, dont l'affinité empêche quiconque d'utiliser la magie de guérison, les forçant ainsi à compter sur les potions et à esquiver les attaques autant que possible. Le niveau où les membres de la guilde de Krista sont bloqués se situe près du boss du niveau 64. Mais avant de pouvoir l'atteindre, ils doivent d'abord franchir tous les autres niveaux, y compris vaincre leurs boss respectifs. Rain comprend que s'ils progressent étage par étage, ils arriveront trop tard. Cependant, Yora sort un cristal magique, affirmant que Krista le leur a confié. Grâce à lui, ils peuvent ignorer tous les autres niveaux et se téléporter directement au niveau 64. Alex se rend compte qu'il doit s'agir d'un objet magique extrêmement rare et précieux. Mais Krista, davantage préoccupée par le sauvetage de ses coéquipiers, n'hésite pas à offrir ses cristaux à l'autre groupe pour qu'ils atteignent directement le niveau visé. Yora leur explique que le boss du niveau 64 est apparemment un mort-vivant, ce qui signifie que Krasia sera pratiquement inutile.
Et comme elle-même est une mage de soutien, la majeure partie du combat reposera sur Alec. Rain lui conseille d'économiser autant que possible sa mana et de le laisser s'occuper des ennemis mineurs. Il ne veut pas qu'Alec se retrouve à court d'énergie magique devant le boss mort-vivant. Krasia acquiesce, les avertissant que, dorénavant, ils vont littéralement combattre la mort elle-même et qu'ils doivent être extrêmement prudents puisque même une équipe de rang S a été anéantie ici. Au lieu d'être découragé, Rain se sent plus vivant que jamais et les motive, affirmant que c'est ici que commence la légende de leur équipe héroïque. Sur ces mots, Yora lance le cristal magique en l'air et ils se téléportent aussitôt dans le donjon au niveau 64. Ils se retrouvent dans une caverne sombre et humide. Aussitôt, une horde de squelettes morts-vivants surgit du sol, brandissant boucliers et épées. Rain n'a pas la moindre peur. Il dégaine sa lance et se jette dans la mêlée. Il attaque les squelettes devant lui, les éliminant plusieurs à la fois avec aisance, tout en déclarant que, pour l'instant, le niveau 64 semble plutôt facile. Les autres observent en silence, tandis qu'une nouvelle vague de squelettes émerge de l'ombre et s'avance vers eux. Rain bondit sans hésiter, tranchant et frappant tous ceux qui s'approchent, mais Yora commence à s'inquiéter. Rain s'est éloignée au point de sortir du champ d'action de sa magie de soutien. Elle court derrière lui en l'appelant, tandis qu'Alec et Jaffalo la suivent. Krasia affirme que Rain devrait aller bien, puisqu'il possède un artefact ancien très puissant, la lance noire perçante, presque indestructible et toujours d'une netteté tranchante. Une arme parfaite pour un idiot sans cervelle. Alec appelle Renyu pour lui demander s'il a besoin d'aide, mais ce dernier lui répond que ce n'est pour lui qu'un jeu d'enfant, tout en continuant à anéantir sans effort tous les ennemis qui s'approchent. Alec sourit et commence à marcher à ses côtés lorsqu'il ressent soudain une présence étrange derrière lui. Instinctivement, il lance un éclair dans cette direction. Quand la poussière retombe, il ne voit personne. Evenda, confuse, lui demande ce qu'il fait. Il lui explique qu'il pensait que quelqu'un se trouvait derrière elle, mais que ce devait être une fausse alerte. Puis, pris d'un doute, il dégaine son épée et fonce droit devant, tranchant l'air d'un coup précis. Aussitôt, sa lame est bloquée par une entité invisible qui se révèle être la faucheuse. Rain sourit et dit à Alec qu'il n'est finalement pas aussi rouillé qu'il le croyait, ajoutant qu'il avait déjà repéré cet ennemi invisible, mais qu'il n'était pas très doué pour les affronter. La faucheuse repousse Alec et tente de frapper, mais celui-ci dévie le coup avant de bondir en arrière vers Rain. Alec comprend alors que Rain a confiance en lui, qu'il croit en ses capacités, et qu'il le considère comme un véritable compagnon d'armes, prêt à le protéger dans son dos. Ce sentiment, qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, ravive en lui une énergie nouvelle. Il saute dans les airs, brandit son épée magique et fend la faucheuse d'un coup net, la tuant sur le coup. Il se tourne ensuite vers Yora et lui demande si elle était au courant. Celle-ci s'excuse aussitôt de ne pas lui avoir dit. Crasha, quant à elle, lui suggère d'en parler à Rain, puisque c'est lui qui a eu l'idée au départ. Alex sourit à Rain et lui promet de lui rendre l'appareil un jour, mais Rain lui répond en riant qu'il faudrait déjà sortir vivant de ce donjon. Les 4 amis se regroupent alors, prêts à affronter les vagues d'ennemis. Alec et Rain se jettent ensemble sur les squelettes morts-vivants, tranchant et taillant tout sur leur passage, pendant que Yora les renforce grâce à sa magie. Rain, galvanisé, enchaîne les mouvements acrobatiques et élimine tous les squelettes qui s'approchent, tandis que Crasha, avec sa précision redoutable, abat à l'arc ceux qui tentent de le surprendre. Mais elle doit aussi se défendre à coups de bâton magique, car les vagues semblent infinies. Alec finit alors par leur ordonner de se replier vers lui, affirmant qu'il va tous les éliminer d'un seul coup. Ses coéquipiers se rassemblent aussitôt derrière lui, tandis qu'il invoque un puissant sort d'éclair qui frappe toute la zone, réduisant les squelettes en cendres carbonisées. Une fois le calme revenu, Rain se tourne vers Alec et lui demande pourquoi il n'utilise plus que son sort de foudre, alors qu'à l'académie, il maîtrisait de nombreux autres types de magie offensive. Alec trouve rapidement une excuse et explique que Thunderbolt est le sort le plus rapide à lancer. C'est pour cette raison qu'il s'en sert en priorité. Mais Rain sait qu'il lui cache quelque chose. Il choisit pourtant de ne pas insister, car le temps leur est compté. Soudain, un rugissement monstrueux retentit devant eux. Ils en déduisent aussitôt qu'il s'agit de la salle du boss. Rain se prépare sans perdre une seconde et, après avoir reçu le sort de renforcement de Yora,
il se met à courir plus vite qu'Usain Bolt vers la source du bruit. Alec est impressionné, à la fois par la vitesse de Ryan et par la puissance de la magie de Yora, tandis que lui et les deux filles le suivent jusqu'à la fin du tunnel. Lorsqu'ils débouchent dans une vaste clairière, ils découvrent Rain assis sur une corniche, observant un immense monstre pourchassant un aventurier à la coupe au bol dans tous les sens. Alec veut immédiatement intervenir pour sauver l'homme, mais Ryan ne semble pas motivé. Il explique que le mage en train de fuir s'appelle Loki, un parfait imbécile appartenant à une équipe nommée Rechroma. Crachat hoche la tête, ajoutant que Loki est un magicien de soutien très rusé. Alec, lui, a du mal à y croire, tandis que Loki court désespérément, criant à Ryan de venir l'aider et lui promettant de le hanter chaque jour s'il meurt ici. Ryan reste impassible, indifférent à ces menaces. Mais lorsque Loki trébuche et tombe à terre, juste au moment où le monstre s'apprête à l'écraser, Alec se prépare à foncer. Crachat lui dit alors d'attendre et d'observer, précisant que c'est la technique habituelle de Loki. Alec regarde, surpris, tandis que le monstre s'approche de Loki. Soudain, un piège magique s'active sous la créature, libérant un torrent de lave. Alec n'en revient pas. Crachat lui explique que Loki est un magicien particulièrement ingénieux. Le monstre chancelle et déclenche involontairement un autre piège, recevant plusieurs explosions de feu en pleine face. Loki éclate alors de rire, se moquant de la créature et affirmant que seul un idiot trébucherait dans une telle situation. Mais son sourire s'efface aussitôt lorsque le monstre furieux décide d'en finir avec une puissante attaque magique. Loki comprend qu'il va mourir ici, et il aurait effectivement péri, si Ryan ne l'avait pas sauvé à la toute dernière seconde. Loki reste bouche bée, incapable de croire qu'il est encore en vie, tandis qu'Alec et les filles descendent pour affronter le monstre. La bête tente d'attaquer Alec, mais Yora dresse un bouclier magique pour le protéger. Alec prépare un sort de foudre, mais à sa grande surprise, le monstre se retourne brusquement et fonce droit vers Ryan et Loki. Alec crie pour les avertir du danger qui fonce sur eux et lance un nouveau sort de Thunderbolt qui frappe directement le monstre. Mais lorsque la poussière retombe, il réalise que son attaque n'a pas été assez puissante pour l'arrêter. Ryan comprend alors que la créature va le rattraper. En dernier recours, il se retourne brusquement et passe entre les jambes du monstre pour le déstabiliser. Il attrape ensuite Loki et le lance vers Crachat, qui tombe au sol avec le magicien rusé. Yora ordonne à Crachat d'emmener Loki en sécurité sur la corniche pendant qu'il s'occupe du monstre. Ryan se remet aussitôt en position, dégaine sa lance et se prépare à attaquer. Ils attendent que Crachat mette Loki à l'abri, puis se tiennent prêts pour l'affrontement final. Yora lance un puissant sort de renforcement, augmentant toutes les statistiques de Ryan, qui fonce aussitôt vers la bête. Il esquive son attaque, bondit dans les airs et plante sa lance droit dans son visage. Mais le monstre s'avère bien plus résistant qu'il ne l'imaginait. Il secoue Ryan violemment et le projette au sol. Yora se précipite vers lui, inquiet, mais la créature tente immédiatement de l'écraser. Heureusement, Yora parvient à dresser un bouclier magique juste à temps, bloquant le coup et permettant à Ryan de se relever. Pendant ce temps, Alec, concentré, bouge les mains comme un chef d'orchestre, formant 5 cercles magiques autour du monstre. Loki, stupéfait, remarque que créer 3 cercles est déjà un exploit, et qu'en faire 5 à la fois relève du génie. Crachat sourit et lui répond qu'Alec est capable de bien plus que ça. Et à la surprise totale de Loki, Alec parvient à invoquer 20 cercles magiques d'un seul coup. Le monstre tente alors de charger vers eux, mais Ryan bondit sur son dos et lui plante sa lance dans la queue, offrant à Alec le temps nécessaire pour achever son sort. Il saute au sol au moment où Alec termine ses préparatifs, libérant une combinaison d'éclairs qui frappe la créature de plein fouet et la paralyse sur place. Mais alors qu'Alec s'apprête à porter le coup final, la bête réussit, contre toute attente, à esquiver l'attaque suivante d'un pas de côté. Elle commence aussitôt à charger un puissant sort magique, mais Crachat lance un sort d'aveuglement qui la désoriente un instant, pendant que Yora invoque de gigantesques chaînes magiques pour la maintenir immobile. Ryan profite de l'occasion. Il prend sa lance, la projette comme un javelot et transperce la tête du monstre d'un coup précis, tandis qu'Alec se prépare à donner le coup de grâce. À leur grande surprise, le monstre parvient encore à bouger. Rassemblant ses dernières forces, il prépare de nouveau son puissant sort magique. Mais Alec reste immobile, impassible, sans la moindre trace de peur.
Il se tient prêt à utiliser un sort que seules 2 personnes dans le monde entier connaissent. Le premier est son maître, Eldas, le créateur de ce sort. Le second, c'est lui-même, l'unique disciple à l'avoir appris. Au moment où le monstre libère sa déferlante magique en direction d'Alec, celui-ci active sa magie de réflexion, renvoyant l'attaque avec une intensité doublée. La créature est incroyablement résistante. Bien qu'agonisante, elle parvient à survivre, s'accrochant désespérément à la vie. Rassemblant ses dernières forces, elle tente une nouvelle fois d'incanter son sort. Mais cette fois, Alec combine sa magie de réflexion à la création de multiples cercles magiques, enveloppant la bête dans un infernal brasier. Le monstre hurle tandis que les flammes le consument, avant que Rain n'en termine d'un coup de lame, tranchant sa tête en 2. Le combat terminé, le groupe pousse un cri de victoire, épuisé mais triomphant. C'est alors que Loki s'approche, interrompant leur célébration. Il remercie Alec pour son aide et déclare qu'il connaît sa réputation, celle du magicien royal. Alec lui répond calmement qu'il a quitté cette fonction. Loki hausse les épaules, affirmant que c'est une grande perte pour le prince et sa cour. Puis il lâche une révélation qui glace tout le monde. Le monstre qu'ils viennent d'abattre n'était pas le véritable boss de l'étage, mais seulement un sous-boss qui, dans sa bêtise, s'est retrouvé isolé en le poursuivant. Cette révélation choque Alec et ses compagnons, qui se demandent alors à quel point le vrai boss doit être puissant si un simple sous-boss leur a causé tant de difficultés. Loki explique que ce sous-boss est en réalité un nécromancien dissimulé sous une armure noire. Il ajoute que les attaques physiques ne sont pas très efficaces contre lui et ne servent qu'à gagner du temps. Il se tourne ensuite vers Alec et lui tend une baguette magique ornée d'une croix à son extrémité. Alec la reconnaît aussitôt, tandis que Loki révèle qu'il s'agit d'un artefact ancien. Dès qu'Alec la prend en main, la baguette se transforme en épée. Rain fronce les sourcils, méfiant, et demande pourquoi Loki offrirait un objet aussi précieux. Loki se contente de rire, expliquant qu'il compte utiliser Alec comme appât à l'avant-garde. Tous restent stupéfaits et confus, mais Loki poursuit. Selon lui, Alec a l'air d'un simple mage faible, et en le plaçant en première ligne, le boss le verra comme une cible facile. Ainsi, pendant que la créature foncera sur Alec, ils pourront lui tendre une embuscade. Alors qu'Alec et ses compagnons luttaient pour leur survie dans les cachots, le prince et son propre groupe se trouvaient eux aussi dans un donjon, à l'autre bout du continent. Mais contrairement à Alec et à son équipe, qui avançaient avec précision à travers les galeries, terrassant des ennemis bien plus puissants qu'eux, le prince et ses compagnons ressemblaient à une bande de débutants paniqués, courant dans les tunnels pour échapper à une nuée de monstres chenilles. Le prince ne comprenait pas. Quelques mois plus tôt, ces créatures de bas niveau n'auraient été pour lui qu'un simple échauffement. Pourtant, à présent, elles semblaient redoutables. Furieux, il hurla à sa magicienne d'utiliser sa magie offensive contre les bêtes, mais celle-ci, terrorisée, resta figée et éclata en sanglots. Exaspéré, le prince l'insulta, traitant son équipe de minables bons à rien, avant de dégainer son épée pour affronter seuls les monstres. Il jura de les abattre d'un seul coup. Mais au moment où sa lame frappa la carapace épaisse de la créature, l'impact se retourna contre lui, le projetant en arrière. Le monstre riposta aussitôt d'un revers si puissant qu'il envoya le prince rouler au sol. Ses compagnons n'eurent d'autre choix que de le ramasser et de s'enfuir en catastrophe. Transporté sur le dos d'un de ses coéquipiers, le prince sentit une étrange lourdeur l'envahir. Ses mouvements étaient lents, maladroits. Son épée, autrefois légère comme l'air, lui paraissait désormais peser 1 tonne. C'est alors qu'il comprit. Tout avait commencé le jour où il avait renvoyé Alec de son équipe. Alec, ce magicien de cour talentueux, maîtrisait la magie de soutien avec une aisance remarquable. Grâce à lui, le prince et ses compagnons croyaient posséder une force surhumaine, alors qu'en réalité, leur capacité était amplifiée par les enchantements d'Alec. Mais le prince refusa d'admettre cette vérité. Dans son orgueil, il conclut qu'Alec avait dû le maudire en représailles pour l'avoir chassé du groupe. De retour au palais, il fut soigné par ses médecins, puis convoqua aussitôt son mage personnel, Vogan, pour qu'il identifie la prétendue malédiction. Après un long examen, Vogan déclara calmement qu'il ne décelait aucune trace de sort néfaste. Le prince, incrédule, exigea qu'il vérifie à nouveau,
C'est impossible. Comment pourrais-je avoir autant de mal face à un monstre de niveau 30 alors que j'ai déjà franchi le 40e étage? Vaughan réfléchit un instant, puis répondit avec prudence. Votre Altesse, il se peut simplement que vous n'ayez plus les effets d'une magie de soutien. Ces mots blessèrent profondément l'orgueil du prince. Il répondit sèchement qu'il n'avait nul besoin d'un tel art inutile, réservé aux aventuriers faibles et sans talent. Vaughan se contenta d'incliner la tête. Il savait que le prince n'était qu'un enfant gâté, aveuglé par sa propre arrogance. Mais il garda le silence. Vaughan se contente d'incliner la tête et demande plutôt si Alec ne les avait pas prévenus que le 30e étage serait un peu difficile, puisque le renforcement magique n'y fonctionne pas. Le prince répond qu'Alec n'est qu'un simple paysan et qu'il n'en sait sûrement rien. Mais Vaughan n'y croit pas vraiment. Il réplique qu'Alec faisait partie du groupe légendaire qui avait battu tous les anciens records et était descendu jusqu'au 68e étage avant la remise des diplômes. Le prince éclate de rire, affirmant qu'aucun paysan ordinaire ne pourrait rêver d'un exploit pareil, et ajoute que ces histoires sont inventées par la plèbe pour se donner de l'importance. Vaughan comprend qu'il est inutile de discuter avec un cerveau comme celui du prince. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un messager ouvre la porte et informe le prince que son père, le roi, désire le voir à la cour à propos d'Alec. Le prince, ancien mage royal, se lève et se rend à la cour accompagné de Vaughan. Là, il trouve son père assis sur le trône et lui demande de quoi il veut parler. Le roi lui demande s'il se souvient des anciens mages de la cour. Le prince n'en a pas vraiment idée, car il était encore très jeune à cette époque. Alors le roi lui raconte qu'il y a longtemps, un noble nommé Eldas s'était présenté à lui comme mage de la cour. Sa famille était influente, ce qui lui avait facilité la recommandation et la nomination. Mais Eldas différait des mages qui l'avaient précédé. Il s'opposait sans cesse aux discriminations et disait au roi qu'il fallait changer la manière dont le royaume était dirigé. Furieux de cet affront, le roi finit par le bannir et lui retirer tous ses titres ainsi que son nom de famille. En entendant cela, le prince ricane, affirmant que ce sot de mage n'avait eu que ce qu'il méritait. Même un noble ne peut pas parler ainsi à un roi. Le roi le regarde tristement et lui dit qu'Eldas était différent. Il s'était inscrit à l'Académie de magie comme simple roturier et avait excellé dans toutes ses classes, terminant premier de promotion et orateur de la cérémonie de remise des diplômes. Grâce à cela, il fut de nouveau choisi comme mage de la cour, cette fois uniquement pour son talent et non pour son statut. Le roi explique qu'Eldas continua à le harceler pendant 1 an ou 2, répétant qu'il fallait mieux traiter les roturiers, car certains d'entre eux possédaient des compétences extraordinaires. L'un d'eux avait même sauvé la vie du roi. Mais le roi n'écouta jamais, et un jour, Eldas disparut simplement. Le prince reste perplexe, ne comprenant pas pourquoi son père lui raconte toutes ces absurdités. Mais enfin, le roi en vient au but. Il dit au prince qu'il est temps de réformer le fonctionnement du royaume, car ils ont besoin de roturiers dotés de talents tels que ceux d'Alec. Le prince n'en croit pas ses oreilles et répond qu'Alec n'est qu'un misérable plébéien, bon à rien. Le roi sort alors un parchemin déchiré laissé par Alec, contenant une carte complète du 30e étage, avec tous les monstres répertoriés et la méthode exacte pour les vaincre. Le roi affirme que seul quelqu'un ayant franchi le 30e étage plusieurs fois pourrait rédiger un document d'une telle précision. Le prince, stupéfait, dit à son père qu'ils ne peuvent pas demander l'aide d'un roturier, car cela va à l'encontre de tout ce qu'il lui a enseigné depuis l'enfance. À ces mots, le roi baisse la tête, honteux, et admet que ses propres voix ont été erronées à bien des égards, mais qu'il compte les corriger une à une. Désormais, dit-il, les gens seront jugés selon leurs compétences et leurs forces, et non plus selon leur rang ou leur naissance. Le prince fixe son père, incrédule, avant de quitter la salle du trône sous prétexte qu'il se sent malade. Pendant ce temps, dans le donjon principal, Loki complote encore avec les autres sur la manière d'affronter le monstre du niveau. Il dit à Alec de n'utiliser que l'épée qu'il lui a donnée, sans recourir à aucune attaque magique. Alec, perplexe, déclare qu'il ne comprend toujours pas le plan. Le monstre est immunisé contre les attaques physiques, alors à quoi bon utiliser une épée contre lui?
Krasia comprend soudain que Loki veut tromper le monstre en lui faisant croire qu'Alec est un épéiste et non un mage, afin qu'il ne le considère pas comme une menace. Mais elle ne saisit pas bien l'intérêt, puisque le monstre attaquerait de toute façon tout ce qui se présente devant lui. Loki agite un doigt en signe de dénégation, affirmant qu'il sait pertinemment que ce monstre est intelligent et capable d'anticiper ses mouvements. Plus encore, ce monstre est aussi un maître épéiste. Cette révélation choque Alec, mais l'intrigue également. Il brûle de voir de ses propres yeux une créature pareille. Ils finissent par se mettre d'accord sur ce plan, bien que la salle du boss soit encore loin. Le trajet prendra du temps, mais Loki a une solution. Il propose tout simplement de s'y téléporter. Yora, horrifiée, s'exclame que la magie de téléportation est un secret d'État, réservé uniquement aux plus hauts responsables du pays. Mais Rain, lui, sait bien qu'un voleur comme Loki a sûrement réussi à se la procurer. Loki commence alors à tracer un cercle magique à toute vitesse, tandis qu'Alec discute avec Yora de la meilleure façon de rejeter toute la faute sur Loki si quelque chose tourne mal, ou s'ils se font attraper pour avoir utilisé cette magie interdite. Alec ne sait toujours pas s'il doit faire confiance à Loki ou non. Yora lui répond que Loki n'est certes pas digne de confiance, mais qu'il est sans aucun doute fiable, car 2 ans plus tôt, il avait mené un assaut sur un donjon de haut rang qu'il avait réussi à nettoyer sans subir la moindre perte. Alec, surpris, écoute avec attention tandis que Yora ajoute que le chef de l'équipe de Loki est également réputé pour être quelqu'un de bien, ce qui devrait les rassurer. Ces mots semblent calmer Alec, qui se lève avec un sourire, prêt pour l'affrontement final. Une fois le cercle magique achevé, ils se placent tous dessus. Aussitôt, la zone entière se met à briller d'une lumière violette intense. Yora reste bouche bée en voyant que Loki parvient réellement à lancer un sort de téléportation. Loki les avertit aussitôt de se tenir prêts et sur leur garde, car ils vont être directement projetés dans la salle du boss. Ils tombent au sol sous une pluie fine et aperçoivent aussitôt un immense chevalier noir qui se dresse devant eux, affrontant un groupe de 3 aventuriers. Le mage du groupe ordonne à l'un d'eux de fuir pour chercher du renfort, précisant qu'il leur faut un mage de rang supérieur, ou mieux encore, s'ils veulent espérer sortir de cet endroit vivant. La jeune fille s'enfuit aussitôt, tandis que le petit combattant restant se jette sur le chevalier pour l'attaquer. Son coup est bloqué sans effort, et le mage lance une série de sorts de feu qui ne laissent même pas une éraflure sur l'armure du monstre. L'elfe comprend alors qu'il est totalement dépassé. Avant qu'il n'ait le temps d'élaborer un plan, Rain fonce devant lui à une vitesse fulgurante et plante sa lance vers le monstre. Le chevalier bloque le coup et le repousse brutalement. Rain, exalté, réalise que ce monstre est d'une force exceptionnelle, tandis qu'Alec tente une attaque sournoise par derrière. Mais le chevalier saute et esquive son coup. Le boss charge aussitôt ses nouveaux adversaires, engageant un combat acharné d'échanges d'épées et de coups de lance. Krasia et Loki, de leur côté, évacuent les 2 autres aventuriers vers un endroit sûr, même s'ils sont eux-mêmes interceptés par 2 nouveaux arrivants. Le monstre ne montre aucun signe de faiblesse et poursuit ses attaques incessantes, forçant Alec et Rain à reculer sous la pression. Épuisés, ils peinent à suivre la cadence, jusqu'à ce que Rain tente une nouvelle manœuvre. Il se rue sur le chevalier, son épée dégainée. Comme prévu, le monstre bondit pour esquiver la charge, mais Rain enfonce aussitôt la pointe de sa lance dans sa cape, la clouant au sol. Le chevalier est pris au piège, offrant à Alec une ouverture parfaite. Alec s'élance et, d'un coup net et précis, décapite le monstre. Le corps du chevalier s'effondre lourdement au sol. Mais alors qu'il croit la bataille terminée, l'horreur les saisit. Le chevalier se relève lentement, sans tête, et Alec ne sait toujours pas s'il doit faire confiance à Loki ou non. Yora lui répond que Loki n'est certes pas digne de confiance, mais qu'il est sans aucun doute fiable, car 2 ans plus tôt, il avait mené un assaut sur un donjon de haut rang qu'il avait réussi à nettoyer sans subir la moindre perte. Alec, surpris, écoute avec attention tandis que Yora ajoute que le chef de l'équipe de Loki est également réputé pour être quelqu'un de bien, ce qui devrait les rassurer. Ces mots semblent calmer Alec, qui se lève avec un sourire, prêt pour l'affrontement final. Une fois le cercle magique achevé, ils se placent tous dessus. Aussitôt, la zone entière se met à briller d'une lumière violette intense.
Yora reste bouche bée en voyant que Loki parvient réellement à lancer un sort de téléportation. Loki les avertit aussitôt de se tenir prêts et sur leur garde, car ils vont être directement projetés dans la salle du boss. Ils tombent au sol sous une pluie fine et aperçoivent aussitôt un immense chevalier noir qui se dresse devant eux, affrontant un groupe de 3 aventuriers. Le mage du groupe ordonne à l'un d'eux de fuir pour chercher du renfort, précisant qu'il leur faut un mage de rang supérieur, ou mieux encore, s'ils veulent espérer sortir de cet endroit vivant. La jeune fille s'enfuit aussitôt, tandis que le petit combattant restant se jette sur le chevalier pour l'attaquer. Son coup est bloqué sans effort, et le mage lance une série de sorts de feu qui ne laissent même pas une éraflure sur l'armure du monstre. L'elfe comprend alors qu'il est totalement dépassé. Avant qu'il n'ait le temps d'élaborer un plan, Rain fonce devant lui à une vitesse fulgurante et plante sa lance vers le monstre. Le chevalier bloque le coup et le repousse brutalement. Rain, exalté, réalise que ce monstre est d'une force exceptionnelle, tandis qu'Alec tente une attaque sournoise par derrière. Mais le chevalier saute et esquive son coup. Le boss charge aussitôt ses nouveaux adversaires, engageant un combat acharné d'échanges d'épées et de coups de lance. Krasia et Loki, de leur côté, évacuent les 2 autres aventuriers vers un endroit sûr, même s'ils sont eux-mêmes interceptés par 2 nouveaux arrivants. Le monstre ne montre aucun signe de faiblesse et poursuit ses attaques incessantes, forçant Alec et Rain à reculer sous la pression. Épuisés, ils peinent à suivre la cadence, jusqu'à ce que Rain tente une nouvelle manœuvre. Il se rue sur le chevalier, son épée dégainée. Comme prévu, le monstre bondit pour esquiver la charge, mais Rain enfonce aussitôt la pointe de sa lance dans sa cape, la clouant au sol. Le chevalier est pris au piège, offrant à Alec une ouverture parfaite. Alec s'élance et, d'un coup net et précis, décapite le monstre. Le corps du chevalier s'effondre lourdement au sol. Mais alors qu'il croit la bataille terminée, l'horreur les saisit. Le chevalier se relève lentement, sans tête, et chancelant mais implacable, il commence à avancer vers Alec et son équipe. Alors qu'Alec se prépare à lancer son attaque finale, Loki remarque qu'il a créé encore plus de formations magiques que lors de son combat contre le dragon. Peinant à canaliser une telle puissance, Alec chancelle, mais se redresse aussitôt pour terminer son sort. Son corps se met à briller d'une énergie éclatante, tandis que d'autres cercles magiques apparaissent autour du chevalier. Enfin, Alec libère la puissante combinaison Thunderbolt, faisant hurler le monstre de douleur. Cependant, le chevalier noir, animé d'une force terrifiante, déchire le sceau qui le retenait, déterminé à s'échapper. Sachant qu'il s'agit de sa dernière chance, Alec tente d'ajouter encore plus d'énergie à son sort, mais son corps finit par céder. Loki réalise alors que c'est déjà incroyable qu'Alec ait utilisé son sort ultime 2 fois, et qu'il est donc normal qu'il ne puisse plus en exploiter toute la puissance. Pendant ce temps, Alec lutte pour maintenir son incantation. C'est alors qu'il se souvient des mots moqueurs de Régulus lorsqu'il l'avait renvoyé. Puis, lui revient à l'esprit l'accueil chaleureux de ses propres compagnons, et, refusant de les décevoir, il lève de nouveau sa baguette. Déterminé à rendre ses amis fiers, Alec avance et invoque un nouveau sort, appelé Vajra, fusionnant toutes ses formations de foudre pour libérer un gigantesque dragon d'éclairs. Sous les yeux stupéfaits de toute l'équipe, Alec prépare sa créature pour anéantir le chevalier noir. Le monstre, libéré du sceau de Yora, se jette alors sur lui. Alec libère aussitôt son dragon, qui s'élance dans un rugissement et avale la bête métallique, réduisant son corps en fragments de lumière. Le boss enfin vaincu, Alec s'effondre au sol, épuisé, mais heureux de savoir qu'il peut compter sur ses camarades pour le soutenir. Yora lui rappelle cependant qu'ils sont là avant tout pour s'amuser. Rain, impressionné, affirme que l'ancien Alec est enfin de retour, mais Kraja réplique qu'il peut encore progresser. Ce dernier rit doucement avant de lui demander s'il a gagné leur pari cette fois, celui où celui qui tomberait le premier aurait perdu. Alec, vexé, proteste que Rain est injuste. Voyant qu'il a déjà assez souffert, Rain décide de lui épargner une lourde punition et lui donne une leçon plus douce. Il lui dit de ne plus jamais garder de secret pour lui et de toujours compter sur ses amis pour affronter ses difficultés. En voyant la sincère inquiétude de ses amis, des larmes se mettent à couler sur le visage d'Alec, tandis qu'il plaisante au sujet de la punition légère que Rain lui a infligée. Rain, amusé,
se demande s'il désire vraiment souffrir davantage, mais finit par décider de ne pas tenter le diable. Rempli de gratitude pour avoir d'aussi merveilleux compagnons, Alec sourit lorsque Ruel et Marbel s'approchent. Ruel le remercie d'avoir sauvé toute son équipe, se présentant comme le chef du groupe. Soudain, Marbel surgit de nulle part et dépose un baiser sur la joue d'Alec. Yora, piqué de jalousie, fronce les sourcils, tandis que Marbel remercie Alec pour son aide et l'invite à explorer des donjons avec son équipe. Yora rappelle aussitôt, d'un ton possessif, qu'Alec fait partie de son équipe, tandis que Loki ne peut s'empêcher de féliciter Alec pour sa performance impressionnante. Lorsque Loki les remercie de lui avoir sauvé la vie, Reign et Krasia commencent à le taquiner, exigeant qu'il leur offre quelque chose en retour. Sous la pression, Loki finit par céder, en se demandant pourquoi ces deux-là aiment tant s'allier pour le harceler. Pensant qu'ils attendent de lui une faveur, il se tourne vers eux et devine qu'ils veulent une lettre de recommandation. Intrigué, Alec demande à quoi servirait cette lettre. Ruel lui explique alors que pour être promu au rang S, une équipe doit obtenir à la fois une lettre de recommandation et l'approbation du maître de guilde. Il rassure Alec en lui disant qu'il se chargera personnellement d'écrire cette lettre, ce que Reign approuve aussitôt, ajoutant que c'est bien mieux de laisser Ruel s'en occuper que Loki. Se sentant attaqué de toutes parts, Loki demande si tout le monde le déteste vraiment à ce point, et tous hochent la tête en riant bruyamment, le laissant dépité. Une fois la discussion terminée, Alec s'éloigne pour récupérer le cœur du monstre là où il a vaincu le chevalier. Avec le noyau en main, l'équipe de Ruel prend congé et quitte le donjon, saluant le groupe d'Alec et félicitant leurs camarades pour leur incroyable prestation. Les sourires se multiplient et tous célèbrent ensemble la réussite de leur mission. Un peu plus tard, le groupe retourne à la guilde. Alec reçoit sa récompense de la part de l'employé qui le félicite chaleureusement avant de le laisser partir. Alors qu'il s'apprête à sortir, Alec tombe sur le maître de guilde qui lui annonce qu'il a reçu un visiteur venu de Galdana. Curieux, Alec va à sa rencontre et découvre qu'il s'agit de Vaughan. Ce dernier le fixe froidement et lui demande « Vouliez-vous donc que le prince meure ?» Cependant, Alec lui rappelle que ce petit prince gâté ne l'écouterait de toute façon pas, ce qui fait taire Vaughan. Alec lui demande ensuite si le prince a un nouveau magicien de cour. En riant, il explique que le sale gosse a été remis à sa place au 30e étage du donjon. Vaughan raconte qu'il avait été engagé pour enseigner au prince et servir de garde du corps, mais qu'il s'est vite lassé de son arrogance. En comprenant qu'il s'agissait donc du garde du corps du prince, Alec devine que Régulus se trouve lui aussi à la guilde. Il demande à Vaughan où se trouve le prince en ce moment, et celui-ci répond qu'il s'est réfugié dans l'arène de la guilde pour éviter de le croiser. Alec lui demande alors de le guider jusqu'à lui, car il a encore des comptes à régler avec Régulus. Pendant qu'ils descendent ensemble vers l'arène souterraine, Vaughan s'interroge sur l'origine de l'attitude rigide du prince vis-à-vis de la noblesse. Alec estime que c'est tout à fait normal pour des nobles d'agir comme des snobs prétentieux, ce qui pousse Vaughan à soupirer d'exaspération. Surpris, Alec lui rappelle qu'il est lui-même un noble, mais Vaughan répond qu'il se moque des titres vides de sens et qu'il déteste la mentalité de Régulus. Peu après, il pénètre dans l'arène, où Alec aperçoit le prince debout au milieu d'un nuage de poussière. Quand Régulus se retourne, il fixe Alec d'un regard dur et lui révèle ce que le roi lui a dit. Alec est surpris d'apprendre que ce roi si strict souhaite en réalité réformer sa cour, mais Régulus affirme qu'il n'acceptera ce changement que parce que son père l'a ordonné. Il pointe un doigt accusateur vers Alec, en criant que les roturiers indignes ne devraient pas côtoyer les nobles bénis des dieux. Submergé par ses émotions, Régulus s'énerve et saisit Alec par le col. Les larmes aux yeux, il hurle sa frustration, convaincu d'avoir été trahi. Alec, calme mais ferme, lui répond qu'il ne peut pas comprendre ses sentiments, mais que tout est de sa faute pour n'avoir jamais voulu l'écouter. Régulus devient furieux, mais Alec le repousse sèchement, ajoutant que s'il l'avait écouté, il n'aurait jamais été humilié dans le donjon. Aveuglé par son orgueil, le prince refuse toujours de reconnaître ses torts. Il pose une main sur sa poitrine, qui se met à briller d'une lumière magique, et invoque ses armes pour défier Alec en duel. Régulus déclare à Vaughan qu'il ne croit pas que le roi ait raison, et ce dernier hoche la tête en silence. Le prince conclut qu'il fera changer d'avis le roi s'il parvient à vaincre Alec et à prouver ainsi la supériorité des nobles. Après son annonce, Régulus fonce sur Alec, qui pare aisément ses attaques.
Alec est surpris de le voir manier 2 épées jumelles, et le prince lui explique qu'il s'agit simplement d'un ancien artefact. Il lui rappelle qu'il avait lui-même conseillé d'abandonner son épée lourde. Alec confirme. Il lui avait dit de passer à des épées plus petites, plus faciles à manier pour un corps encore jeune. Mais malgré ce changement, le prince finit par s'écrouler au sol, tandis qu'Alec esquive son assaut sans effort. Observant cette soudaine ardeur, Alec demande à Vaughan s'il l'a encouragé à agir ainsi. Le garde du corps lui répond calmement qu'il voulait que Régulus voie de ses propres yeux la force d'un roturier, puisqu'il refusait obstinément de la reconnaître. Piqué au vif, Régulus se jette à nouveau sur Alec, qui bloque chaque coup avec sang-froid, tandis que le prince frappe désespérément. Vaughan révèle alors qu'il avait promis à Régulus qu'il gagnerait son respect s'il passait à l'action, même s'il échouait. Fou de rage, Régulus concentre sa magie dans une attaque spéciale, destinée à briser la garde d'Alec. Mais le magicien dévie encore l'assaut sans peine. Épuisé, Régulus comprend enfin qu'Alec renforce ses capacités grâce à la magie de soutien. Il se souvient que, lorsqu'ils exploraient les donjons ensemble, il ne se fatiguait jamais, car la magie d'Alec le protégeait en silence durant toutes ses folies. Alec répond simplement qu'il ne faisait que son devoir. Mais Régulus avoue qu'après l'avoir expulsé, il est retourné seul dans le donjon et qu'il s'est fait battre à chaque fois. Humilié par ses défaites répétées, il finit par lire les notes qu'Alec avait laissées. Bien que cela ait blessé son orgueil démesuré, il reconnaît que ces notes étaient parfaites, détaillées et d'une logique implacable. Il avoue que cela l'a rendu fou de voir qu'Alec pouvait même prévoir ses réactions dans les situations dangereuses, au point de le croire presque génial. Pourtant, malgré cette reconnaissance, Régulus déclare qu'il veut toujours le vaincre. Il le met au défi de se battre sérieusement. Alors, le magicien invoque enfin. Cette fois, Alec devient sérieux et rappelle au prince qu'il est parfaitement capable de l'écraser s'il le veut. Avant de passer à l'action, il lui demande calmement si le roi pense vraiment que leur royaume a besoin de changer. Régulus finit par avouer que son père teste les capacités des nobles et des roturiers, et que l'expédition dans le donjon n'était en réalité qu'une expérience. Le prince, humilié, comprend qu'il n'était qu'un simple sujet d'essai pour son père. Alec, lui, réalise enfin pourquoi le roi s'était toujours montré bienveillant envers lui toutes ces années. Régulus lui demande alors s'il est satisfait de cette révélation. Alec lui répond qu'il pensait autrefois avoir perdu des années de sa vie au palais, mais si le roi a fini par changer d'avis, cela signifie que ses efforts et les luttes d'Eldaz n'ont pas été vains. En entendant ces mots, le prince reste bouche bée, tandis qu'Alec sourit avec sincérité. Puis, il serre la garde de son épée, prêt à mettre un terme au duel. En une fraction de seconde, il apparaît devant Régulus et lève son arme. Le prince gâté, pris de panique, ferme les yeux. Mais Alec désarme simplement ses 2 épées sous les yeux de Vaughan. Lorsque la poussière retombe, Régulus, au sol, fixe Alec avec stupeur. Furieux, il lui demande pourquoi il ne l'a pas frappé, s'il l'a épargné par pitié. Il crie, se souvenant de toutes les fois où il l'a humilié sans raison, et s'interroge. « Pourquoi n'es-tu pas en colère contre moi ?» Mais Alec reste silencieux, tandis que le prince éclate en sanglots. Régulus, perdu, sent tous ses idéaux s'effondrer. Il ne sait plus ce qui est juste, ni ce qu'il doit faire désormais. Désespéré, il songe même que s'il mourait, son père regretterait peut-être sa décision. Mais en voyant le regard plein de compassion d'Alec, il comprend qu'il n'a aucune issue honorable. Alors, dans un murmure brisé, il lui demande « Que dois-je faire maintenant ?» Alec laisse échapper un rire sincère. Il s'excuse aussitôt, expliquant qu'il ne s'attendait pas à ce que le prince lui demande un jour des conseils de vie. Puis il ajoute, avec un léger sourire, « Tu sais, au début, moi aussi, je voulais te frapper, me venger de tout ce que tu m'as fait subir. Cependant, voyant le prince pleurer et lui demander de l'aide, Alec ne peut s'empêcher de rire devant l'absurdité de la situation. Puis, pour répondre à Régulus, il avoue qu'il ne sait pas quoi faire. Comme il dépend toujours des autres et que la vie est imprévisible, Alec explique que même lui a du mal à savoir quelle est la bonne décision à prendre. Il ajoute néanmoins que le prince ne devrait pas chercher de réponse chez les autres et qu'il doit apprendre à décider par lui-même ce qu'il convient de faire. À ces mots, Régulus se calme et comprend qu'il doit trouver ses propres réponses. Puis il demande un objet à Vaughan qui lui tend la robe de magicien de la cour. Régulus offre la robe à Alec en disant qu'il lui a été retirée injustement.
À ce moment, Vaughan lui montre également une lettre venue du palais royal et Alec demande si c'est un ordre du roi. Vaughan explique qu'il s'agit en fait d'une demande du roi, mais Alec refuse de prendre la robe. Il déclare au prince qu'il ne veut pas quitter ses amis et qu'il ne redeviendra jamais magicien de la cour. Il lui conseille d'adresser ses salutations les plus chaleureuses au roi. Le prince, désabusé, lui lance la robe et abandonne Alec. Régulus se retourne pour partir, se traitant lui-même de perdant total pour avoir été refusé par le roi. Alec, avec un léger sourire, réplique qu'il est déjà un roturier inutile, donc il n'a pas grand-chose à perdre. Enfin, Régulus déclare qu'il déteste Alec, et ce dernier répond qu'il ressent la même chose. Entendant cet accord, le prince s'éloigne, mais cette fois avec un sourire aux lèvres. Vaughan se retourne pour suivre son jeune maître, tandis qu'Alec éclate de rire, sentant le fardeau mental s'envoler enfin. Quelque temps plus tard, l'équipe se repose tranquillement dans sa chambre, lorsque Alec demande si tout le monde est libre. Ren, Krasia et Yora répondent qu'ils ont du temps, alors il leur propose de lui faire visiter la ville. Mais à la simple mention d'une promenade touristique, Ren se plaint soudainement d'un mal de ventre, tandis que Krasia se souvient qu'elle a quelque chose d'urgent à faire. Alec, visiblement contrarié, comprend très bien qu'ils inventent des excuses pour ne pas sortir avec lui. Malgré tout, ils l'ignorent et s'en vont, laissant Yora toute rouge de gêne, consciente qu'ils essaient de lui laisser du temps seul avec Alec. Alec en profite pour lui proposer de sortir tous les deux, affirmant qu'il souhaite simplement explorer la ville. Yora, confuse et troublée, accepte finalement de lui servir de guide. Ils commencent leur visite par la rue des Aventuriers, un lieu animé rempli d'étals, vendant toutes sortes d'équipements et d'objets utiles. Yora le met en garde contre les arnaques, précisant que beaucoup de marchands vendent de la pacotille. À peine a-t-elle fini de parler qu'un vendeur lui propose une pilule étrange, censée augmenter sa puissance de combat pendant 10 jours entiers. Malgré ses beaux conseils, Yora se fait avoir comme une enfant à qui l'on offre des bonbons et s'apprête déjà à acheter la pilule. Heureusement, Alec intervient juste à temps, la tire de la boutique et lui interdit de gaspiller son argent. Il lui conseille plutôt d'envoyer Rain et Krasia faire les courses à sa place. Mais Yora se souvient immédiatement de la dernière fois qu'elle leur a confié cette mission. Au lieu d'acheter les objets dont elle avait besoin, les deux imbéciles sont revenus avec des babioles inutiles, dilapidant tout son argent. Alec soupire profondément, réalisant qu'il voyage avec les enfants les plus intelligents du monde. Mais toujours des enfants. Puis, il remarque le sac que tient Yora et lui propose d'acheter lui-même les fournitures. Elle le remercie chaleureusement et tous deux entrent dans un petit café accueillant pour se reposer un moment. Installé à une table, Alec demande à Yora pourquoi Rain et Krasia détestent autant Loki. Elle sourit maladroitement et explique qu'ils se sont disputés avant que Rain n'obtienne son artefact ancien. Yora lui demande s'il se souvient du style de combat téméraire de Rain, et Alec hoche la tête. Elle poursuit en disant que, malgré sa fougue sur le champ de bataille, Rain a toujours eu le réflexe de nettoyer et d'entretenir son arme avec soin. Elle lui raconte ensuite qu'il y a 2 ans, leur groupe explorait un donjon lorsqu'ils sont tombés sur une équipe de rang A en difficulté. Heureusement, Loki et Rywell étaient également venus prêter main forte, ce qui leur permit de vaincre le dangereux boss de l'étage. Cependant, Rain fut blessé en protégeant les membres les plus faibles de l'équipe et il tenta de dissimuler sa blessure pendant qu'il continuait le combat. Après la victoire, il voulut rentrer malgré sa blessure, mais s'effondra sur le chemin du retour. Loki et Rywell le portèrent tant bien que mal, et pendant que Loki tenait la lance de Rain, il crut qu'elle s'était brisée pendant la bataille. Pensant qu'elle était inutilisable, Loki la jeta sans hésiter, ce qui mit Rain hors de lui lorsqu'il reprit connaissance. Yora explique qu'à son avis, tout aurait pu bien se terminer, puisque Loki avait sincèrement cru se débarrasser d'une arme cassée. Mais, malheureusement, il ajouta que Rain accordait trop d'importance à un objet jetable, ce qui acheva d'enflammer la colère de Rain. Depuis cet incident, les 2 hommes ne se supportent plus. Alec comprend enfin la raison de la rancune de Rain envers Loki, mais se demande pourquoi Krasia ne l'aime pas non plus. Yora rit doucement et lui avoue que Krasia le trouve simplement agaçant, ce qui fait éclater de rire les 2 compagnons. Après leur café, ils repartent explorer le marché. Un peu plus loin, Yora aperçoit un rare bracelet elfique, capable d'amplifier la puissance magique de son porteur.
Elle le désire ardemment, mais le prix est bien trop élevé pour elle. Alec lui propose alors de le lui offrir et elle reste stupéfaite qu'il soit prêt à dépenser autant d'argent pour elle. Il lui explique que, puisqu'elle est la chef de l'équipe, il est logique qu'elle devienne plus forte, car cela profiterait à tout le groupe. Touchée par ces mots, Yora accepte le cadeau avec un grand sourire. Ils continuent à parcourir la ville tout le reste de la journée, découvrant ses nombreux charmes et attractions. Plus tard, au crépuscule, ils admirent ensemble le magnifique coucher du soleil. Yora lui demande si Alec aime la ville de Fizzle, et il hoche la tête, trouvant qu'elle est bien plus animée que Galdana. À l'évocation de la cité impériale, Yora devient soudain sérieuse et lui demande s'il peut répondre encore une fois à sa question. Alec, surpris, ne comprend pas. Alors, elle lui avoue que, depuis le jour où elle lui a demandé de rejoindre à nouveau leur équipe, elle se sent coupable, pensant lui avoir volé son poste de magicien de cour. Yora se demande s'il est vraiment heureux d'être avec leur groupe ou s'il se sent obligé de les suivre. Alec lui répond que, même s'il a laissé des affaires inachevées à Galdana, ses objectifs ont changé. Désormais, il veut aider son équipe à devenir la plus forte du monde. En entendant cela, Yora a les larmes aux yeux et lui dit qu'elle ne le laissera plus jamais partir. Alec sourit, mais elle le taquine, lui promettant d'envoyer Rain à ses trousses s'il ose désobéir. Tous deux éclatent de rire, retrouvant leur bonne humeur. Yora se sent heureuse qu'Alec ait partagé ses véritables sentiments avec elle. Cependant, le jeune homme devient soudain sérieux et lui dit qu'il veut, à son tour, entendre ses véritables émotions. Yora reste figée, persuadée qu'il est en train de lui faire une déclaration d'amour. Mais Alec brise le malentendu en expliquant que Rain l'avait forcé à parler de ses inquiétudes à l'équipe et que c'est pour cela qu'il s'était confié à elle. Réalisation soudaine, elle vient de se faire avoir. Yora devient rouge écarlate, complètement embarrassée, tandis qu'Alec ne comprend pas pourquoi elle réagit ainsi. Le lendemain matin, Alec dort paisiblement dans son lit quand Rain lui arrache brusquement la couverture. Voyant un livre posé à côté de lui, Rain soupçonne qu'il est veillé toute la nuit à lire, et Alec acquiesce tranquillement, affirmant qu'il faut rester à jour. Rain lui ordonne de corriger son rythme de sommeil, puis lui lance ses vêtements au visage, lui disant de se préparer pour la journée. Une fois prêt, Alec lui demande s'ils font leur entraînement habituel, et Rain accepte avec enthousiasme. Les deux garçons sortent pour s'affronter à l'épée. En les observant, Yora soupire, se demandant pourquoi ils ne prennent jamais le temps de se reposer. Elle les met en garde de ne pas trop forcer, mais ils l'ignorent complètement et continuent à se battre à fond. Alec explique qu'il a perdu 4 années d'expérience au combat et qu'il doit rattraper l'écart avec ses camarades. Soudain, Rain désarme Alec et lève sa propre lame pour porter le coup final. Alec réagit à temps pour contrer l'attaque, mais son épée se brise sous l'impact. Rain admet à contre-cœur que, même si Alec manque encore d'expérience, ses réflexes sont incroyablement rapides. Alec lui fait remarquer à son tour que Rain avait réussi à bloquer toutes ses attaques. Quand Alec affirme qu'il avait prévu de le battre durant leur duel, Rain éclate de rire et lui dit qu'il n'a aucune chance de le vaincre. Il dégaine alors sa lance et défie Alec d'utiliser son épée artefact pour un vrai combat. Heureusement, Yora intervient à temps, mettant fin à ce duel idiot avant qu'il ne se blesse sérieusement. Soudain, Loki apparaît, se moquant de l'équipe pour s'entraîner aussi durement, puis leur propose ses conseils d'experts. Évidemment, personne ne lui prête attention, et le groupe préfère partir explorer le donjon. Loki affiche un sourire narquois et leur dit qu'il devrait mieux le traiter, puisqu'il vient de leur obtenir la promotion au rang S. Cette révélation choque tout le monde, et Yora se précipite pour récupérer le certificat. Mais Loki le garde hors de sa portée, annonçant qu'il ne le lui donnera que si Rain s'excuse auprès de lui. Alors qu'il ricane du désarroi de Rain, Krista lui assène une tape sur la tête pour son comportement puéril, avant de remettre la lettre elle-même à Yora. Rywell, de son côté, félicite Lasting Period pour avoir atteint le prestigieux rang S. En recevant la lettre, Yora saute de joie, sentant qu'elle vient de faire un pas de plus vers son rêve. Krista rappelle ensuite à Alec qu'en atteignant le rang S, il est désormais qualifié pour explorer le légendaire donjon d'Arcana. Intrigué, Alec demande ce qui rend ce lieu si spécial, et Rywell lui explique que le donjon d'Arcana est encore plus difficile que le niveau 64 qu'ils avaient affronté la dernière fois. Surpris, Alec écoute attentivement,
pendant que Rewell lui propose de lui donner quelques conseils pour survivre dans ce nouveau défi. Krista ajoute qu'ils restent redevables à son équipe pour leur avoir sauvé la vie et qu'ils sont donc prêts à l'aider à tout moment. Mais soudain, Loki s'incruste à nouveau dans la conversation, tentant de flirter avec Yora et Krasia, au grand désarroi. Cependant, ils font tous semblant de croire que Loki vient de leur offrir un festin pour fêter leur promotion, et les garçons s'enthousiasment à l'idée de manger à volonté. Pris de panique, Loki tente maladroitement de prétexter une réunion urgente d'équipe pour annuler le plan. Mais Krista le démasque immédiatement, annonçant à tout le monde qu'aucune réunion n'est prévue. Résultat, Loki est littéralement traîné de force pour payer le repas de tout le groupe. Un peu plus tard, il s'installe dans un restaurant et Rewell lève son verre pour lancer les festivités. Alec, encore un peu sous le choc, a du mal à croire qu'il fait désormais partie d'une équipe classée S-Rain, remarquant qu'il marmonne dans son coin, se demande s'il ne pense pas ne pas mériter cette promotion. Agacé, Rain lui ordonne d'arrêter de se comporter comme un imposteur, mais Alec le rassure aussitôt. Il ne se sent pas indigne de sa place. Alors Rain pousse un cri de défi, déclarant que cette promotion n'est que le début de leur route vers le titre de plus puissants aventuriers du monde. Il prévient Alec qu'il le corrigera personnellement s'il commence à agir comme un poids mort. Sa déclaration passionnée enflamme tout le groupe et l'ambiance devient électrique. Ils commandent encore plus de plats, tandis que Loki hurle de désespoir en voyant son compte bancaire virer au rouge. Plus tard dans la soirée, Yora commence à ressentir la fatigue des festivités. Krasia, observant la scène, se dit que c'est grâce à Alec si elle est aussi joyeuse ces derniers temps. Soudain, la réceptionniste de la guilde arrive en courant, expliquant à Krasia qu'un patient a besoin de soins urgents. Krasia la suit sans hésiter et soigne le blessé, pendant que la réceptionniste la remercie chaleureusement pour son aide. En remarquant de nombreux autres aventuriers blessés dans la pièce, Krasia se demande ce qui a bien pu se passer. La réceptionniste lui explique que ces derniers temps, un groupe criminel nommé la Guilde de l'Ombre s'attaque aux aventuriers. À ce moment-là, les Viols entrent dans la salle, accompagnés d'un autre groupe de blessés, et présentent à Krasia une jeune fille nommée Olivia, venue de Nameless. Il la confie à Krasia avant de repartir gérer les autres blessés. Krasia s'occupe d'Olivia, examinant avec soin ses nombreuses plaies et cicatrices. En voyant l'ampleur des blessures, elle devine qu'Olivia a été attaquée par des combattants armés d'épées. Alors que Krasia songe à laisser la jeune fille se reposer, celle-ci ouvre soudainement les yeux et demande où elle se trouve. Krasia lui répond calmement qu'elle est à la guilde et que le maître de la guilde l'a amenée ici pour la soigner. Curieuse, Krasia lui demande ce qui s'est passé dans le donjon, mais Olivia se fâche en se souvenant d'un traître. Intriguée, Krasia lui demande de qui elle parle, mais Olivia se lève brusquement, déterminée à retrouver celui qui l'a trahie. Krasia la retient, lui ordonnant de rester allongée, car son corps n'est pas en état de bouger. Mais Olivia insiste, affirmant qu'avec quelques soins rapides, elle peut encore se battre. Krasia, inflexible, refuse catégoriquement. Elle lui dit que si elle continue à forcer sur son corps dans cet état, elle risque de le détruire pour de bon. Olivia, en colère, crie qu'elle ne peut pas comprendre sa situation, mais son épuisement l'emporte, et elle retombe lourdement sur le lit avant de sombrer dans l'inconscience. Krasia essuie doucement ses blessures avec un linge humide, observant les nombreuses cicatrices qui marquent son corps. Elle réalise qu'Olivia porte aussi des traces anciennes, vestiges de nombreux combats passés. Comme Olivia fait partie des meilleurs épéistes du royaume, Krasia se demande qui a bien pu la mettre dans un tel état. Finalement, elle lui lance un sort de guérison pour accélérer sa récupération. Épuisée par l'effort, Krasia finit par s'endormir à son tour, assise près du lit, veillant sur Olivia jusqu'au matin. Pendant ce temps, Alec lit un livre sur le donjon d'Arcana, faisant quelques recherches approfondies. Soudain, un jeune garçon assis en face de lui l'interrompt. Alec, surpris, se demande comment le garçon connaît son nom, mais ce dernier lui répond simplement qu'il devrait d'abord aller manger une glace. Un peu déconcerté, Alec l'accompagne jusqu'à un glacier, où le petit garçon dévore la réserve entière sans la moindre gêne. Amusé mais curieux, Alec lui rappelle qu'il n'a pas encore dit son nom. Le garçon se présente alors. Il s'appelle Leorg, membre de l'équipe de rang S, Nameless. Leorg explique qu'il voulait parler d'Alec, car il se demandait à quel point celui-ci s'était renforcé. Alec lui demande ce qu'il pense de lui, et Leorg répond avec un grand sourire qu'il est le remplaçant parfait. Un peu confus,
Alec ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais le garçon, plein d'entrain, l'invite à rejoindre son équipe pour leur prochaine expédition dans le...